C'est très difficile, les endométrioses. Moi, j'ai ma belle-fille qui a beaucoup souffert Oui, de ça. oui, c'est très douloureux. Des traitements. Alors, il y en a de plus en plus à cause justement des hormones qu'on met dans les aliments, dans les... Voilà, et puis pour avoir un bébé, Ben oui, oui, oui. c'était terrible. Ben oui, On est heureux quand on a tout ça. oui. Puis elle essayait- Tranquille. Vous vous rendez compte? Elle Tranquille, essayait oui. jusqu'à 40 ans, puis elle a dit on arrête tout, puis à 42 ans, on va donner un bébé. Eh ben voilà. Elle était contente quand même. Ben, c'est un peu une surprise, mais Oui, mais bon. c'est une belle surprise. Oui, oui, elle est contente. Mais moi, je me suis remarqué avec les patients qui ont l'endométriose de bien faire attention aux intolérances alimentaires parce qu'en fait, vu que ça joue sur la rate, Oui, ben on oui, ne peut pas améliorer tant qu'il y a un enjeu sur la rate. ça c'est clair. Il faudrait dire à Yannick de faire un... C'est clair. Intolérance alimentaire. C'est clair. Et puis, moi, j'ai amélioré des femmes qui avaient l'endométriose. Et puis, à chaque fois qu'elles faisaient un pas sur les élections, Et ça c'était redémarrait. inflammatoire qui repartait. Mais oui, c'est le foie Hyper inflammatoire. fragile. Elle a un bilan de foie inflammatoire, tu vois. Et donc, tant que tu règles pas le foie inflammatoire, oméga 3, antioxydants, etc., ça se calme pas. C'est le problème des inflammations de bas grade. Ça prend du temps. C'est difficile à les suivre, il faut bien les encourager parce que ça prend du temps. Oui, Et puis, en plus, ça fait mal. Et puis, en plus, Oui. il faut calmer l'inflammation. oui, 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 mais je suis d'accord avec toi, c'est pas simple. Mais ça s'améliore. Oui, on arrive à les améliorer pas mal. La Pardon, clé de la voiture. pardon. Super pour le chocolat. L'œuf au chocolat avec le soleil. Alors, à nous, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir encore? Alors, on a vu les seins, on a vu les ovaires polykystiques, la ménopause et les bouffées de chaleur, très intéressant. Alors, gros problème de cabinet, la ménopause et les bouffées de chaleur. Alors là aussi, grosse impasse des allopathes qui ne savent pas traiter ça. Donc, soit ils mettent un traitement hormonal substitutif, soit ils donnent une plante ou deux qui ont des effets, dont les phytohormones ont des effets sédatifs, comme par exemple, alors actuellement, c'est beaucoup Agnus castus. Alors ça s'appelle Femina ou Phénormone ou je ne sais plus quoi. Et puis, ou alors des précurseurs hormonaux. Enfin bref, ils ne savent pas gérer ça. Or, en fait, c'est assez simple. La ménopause, c'est un phénomène de carence progressive de la sécrétion ovarienne, avec des tentatives de relance de l'hypophyse qui va aboutir à des bouffées de chaleur. Donc on va avoir un poumon vide, une rate pleine, une rate en hyperfonction et un cœur plein, parce que justement il ne peut pas se vider dans la rate. Et donc les bouffées de chaleur, c'est le symptôme d'une rate qui pédale et qui ne peut pas recevoir le sang, parce que justement il est plein. Il pédale. Et la sécheresse, c'est le poumon qui est vide et donc qui ne peut pas être la source supérieure de l'eau. Et puis comme la rate pédale, eh bien, il y a des idées fixes, il y a des troubles de mémoire et il y a de la prise de poids. Voilà. Donc si vous voulez, quand on étudie un peu tout ça avec la médecine chinoise, ça c'est clair. C'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, c'est le grand succès de l'homéopathie complexiste. Pas complexiste, de l'homéopathie pluraliste. C'est-à-dire, on va choisir 2, 3, 4, même des fois 5 remèdes qu'on va passer à la suite les uns des autres. Et c'est la méthode qui donne les meilleurs résultats. Pardon, c'était des tentatives de relance de quoi qui étaient... De l'hypophyse. Merci. Donc l'hypophyse, c'est l'endocrine de la rate. Et donc on va essayer de relancer, on va essayer de limiter les effets secondaires
délétères de cette dysfonction momentanée. Hein. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors, il faut savoir que quand même, le traitement hormonal substitutif aboutit à 760% de plus de cancer de l'utérus et à 300% de plus de cancer du sein. Voilà, c'est énorme. Et ma première épouse est morte d'un cancer du sein sous traitement hormonal substitutif. J'avais divorcé avant, hein. Sinon je ne l'aurais pas autorisé. Mais comme dès que je disais quelque chose, c'était pas bon. Donc... Voilà, donc on oublie le THS. Voilà, en plus vous avez 29% de plus de risque cardiaque, la probabilité d'un AVC, etc. Donc vous oubliez le traitement substitutif. Voilà. Alors, en gros, les règles cessent définitivement vers 50 ans. Et alors, on va avoir deux évolutions tout à fait typiques. Les femmes maigres et minces, natrobe mûr, sépia, hein, les femmes comme ça, vont évoluer vers causticum. Et les femmes, au contraire, un peu plantureuses et arrondies, vont évoluer vers tuya. Vers tuya occidentalis, oui. Vous voyez, par exemple, le type même de la sépia platine qui est en train d'évoluer vers causticum, c'est Madame Macron. Madame, on ne doit plus choisir quelqu'un d'autre. Elle a eu 3 enfants quand même. Elle a eu 3 enfants quand même. Hein, Madame Macron. C'est une platine, sépia platine qui est devenue causticum. Voilà. Et puis il y a les flammes plantureuses, arrondies, voilà, qui deviennent tuya. Voilà. Voilà. Alors après, ça c'est les taux d'hormones estrogène, progestérone. Voilà, à partir de 50 ans, on voit qu'il y a des pics, et puis bon, on est à moitié de la dose de la femme de 20. Donc c'est quand même très net. Voilà. Donc la ménopause entraîne des troubles à type de mastodynie, hyperpilosité, sécheresse cutanée et vaginale, petits symptômes névrotiques liés à la blessure narcissique, hein, troubles vasomoteurs, etc., etc. Voilà. Vas-y. Donc, blessure narcissique, hein. Et puis alors, voilà ce que disent les Anglais, hein, les 7 nains de la ménopause. Hein. Itching, bitching, sweaty, sleepy, bloated, forgetful et all dried up. Voilà, j'ai trouvé que c'était amusant. Alors en fait, de quoi se plaignent les femmes qui viennent voir? De bouffées de chaleur, de troubles du sommeil, de troubles de la mémoire récente, de troubles de l'humeur, de sécheresse de la peau, d'incontinence urinaire, de maux de tête, de fatigue, voilà, de prise de poids, d'ostéoporose débutante. Alors en plus, ces connes, elles vont chez le généraliste qui les envoie faire une ostéodensitométrie. Évidemment, elles reviennent, ah là là, je suis complètement ostéoporotique, c'est une catastrophe, donc on va me mettre au biphosphonate et tout. Ce qui est absolument pas vrai. Absolument pas vrai. Vous savez que vous envoyez 20 femmes faire une ostéodensitométrie, sur les 20, il y en a 19 qui sont ostéoporotiques. Donc ça veut dire que la moyenne de la courbe de la place Gauss, elle n'est pas bonne. Hein. Voilà. Donc je les rassure complètement et je leur dis, vous savez, on va vous prendre en charge et vous n'aurez rien, vous serez super bien. Alors, ça c'est ce que disent mes copains anglais, bon, laissez passer, ça c'est leur truc. Alors, fondamentalement, il y a 4 remèdes à passer en séquence. Fondamentalement dans la ménopause.
le quatuor classique, c'est l'achésis, sulfure, thuya, ignatia. Alors, l'achésis, pourquoi? C'est un remède de stagnation chaleur, plénitude par arrêt des écoulements. Donc l'achésis, c'est un remède de volubilité, de mal-être, d'insomnie, de troubles de mémoire, de jalousie, de revanche à prendre, etc. Et donc on a souvent ça, en effet, parce que les règles s'arrêtent et les règles entraînent une certaine décongestion. Donc cette décongestion ne se fait plus, et donc la femme est dans un vécu congestif avec l'amélioration dans les écoulements. Et l'écoulement le plus simple, c'est l'écoulement verbal. C'est pour ça qu'il y a une logorrhée souvent qui s'installe, qui est souvent évidente. Le deuxième grand remède, donc là on est sur le pôle poumon, l'achésis. Au niveau du pôle foie, sulfure, c'est un grand remède de stagnation. Sulfure, parce qu'évidemment, comme il y a... Alors, je leur demande les mots-clés, pour être sûr qu'avant de donner le remède. Sulfure, qu'est-ce que vous demandez comme mots-clés? Je leur dis... Non, ça c'est sulfure. Oui, pardon, sulfure, c'est épi. Est-ce qu'elle cherche... Excusez-moi. Est-ce qu'elle cherche les places fraîches dans le lit? Alors ils vous disent non, j'ai les pieds froids. Je dis oui, mais au bout de 20 minutes. Ah oui, au bout de 20 minutes, j'enlève les drodons. D'accord? L'achésis, vous leur demandez quoi? Voilà, exactement. Est-ce que vous supportez le cou ou les vêtements serrés? Est-ce que vous supportez les bains chauds? Non. Voilà. Thuya, est-ce que vous supportez le temps humide, la pluie, le brouillard? Donc thuya, c'est un engorgement par l'humidité. Dès qu'il pleut, dès qu'il y a du brouillard, dès qu'il fait humide, les doigts gonflent, elles ont mal partout, elles sont pas bien. Et puis Ignatia Mara, c'est le grand remède des déceptions mal vécues. Parce que quelque part, la ménopause, c'est un rappel à l'ordre de ce qui pourra plus se passer. Alors d'un côté, elles sont contentes, et puis de l'autre, c'est quand même une marque du vieillissement de la femme. Petite question par rapport à quand donner ça. Tu dis toujours que tu ne donnes pas d'homéo s'il n'y a pas les symptômes. Il y a les symptômes, je ne donne que quand il y a les symptômes. Sur 24, il y a symptômes ou il y a des phases? Alors non, elles ont, alors il y en a qui disent j'ai 3-4 bouffées de chaleur, il y en a qui en ont 30. Il y en a c'est que la nuit, il y a d'autres c'est que le jour. Oui, voilà, donc, alors, on part du principe qu'elles sont en ménopause et que ça ne se passe pas bien, donc on peut donner. Oui, oui. Si elles te disent je suis en ménopause, j'ai pas de symptômes, tu donnes pas. Oui, non, je parle plus en termes de phase de... On n'est pas obligé d'avoir des bouffées de chaleur, on peut très bien être en ménopause. Ah oui, mais là tu donnes rien, là ça va impeccable. Mais alors, dans la ménopause, il faut savoir qu'il y a un tiers des femmes qui n'ont pas de symptômes, les règles s'arrêtent, pas de symptômes, ou elles ont 2-3 bouffées de chaleur, mais rien du tout. Donc là, tu ne traites pas, tout va bien, à moins qu'elles aient des symptômes. Et puis, tu as un tiers des femmes qui ont des ménopauses qui sont cataclysmiques, avec 50 bouffées de chaleur par jour, des troubles du comportement, de la prise de poids, et puis ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est galère. Et puis tu as un tiers des femmes qui sont entre les deux. Voilà. Donc comme toujours en homéopathie, tu traites quand tu as les symptômes. Voilà. Alors, moi je donne ça. La question c'est j'ai une copine avec une polyarthrite et j'ai regardé des trucs comme ça sur le site et ta réponse était est-ce qu'elle est en crise? Donc il y a quand même un cas avéré d'une maladie. Oui, mais si elle n'a pas les symptômes, si elle n'a pas les symptômes, tu ne traites pas. D'accord, ok. Ça va. En homéopathie. Oui. Ça ne t'empêche pas de donner hépatima, machin. Mais en homéopathie, si tu veux que ça marche, il faut qu'il y ait les symptômes. Et alors, donc, comment vous prescrivez ce quatuor là? Donc, vous mettez un tube de chaque en 7 CH. En 7 CH.
et on change de tube tous les jours. Oui, on alterne sur 4 jours. C'est-à-dire, je leur explique, je leur dis, voilà, vous avez 4 tubes, vous les mettez sur la table de nuit, le matin, vous prenez le premier, 2 grains, tac, vous le passez derrière. Et comme ça tourne tout seul. Même la Késis en 7CH, alors c'est un poison. La Késis en 7CH, ça revient tous les 4 jours. C'est pas grave, c'est un poison quand même. Oui, mais en 7CH, en 7CH, c'est infinitésimal. Là. Le taux des hormones, si tu veux, le taux à laquelle les hormones agissent dans le corps, c'est aux alentours de la 5 à 5-6 CH. Donc 7 CH, tu es déjà à 1/100e de la dose. Mais bon, ceci, tu peux le modifier. Si elles sont très très lackésis, tu vas monter un peu, tu vas mettre une 9, tu vois. Enfin, disons, à la base, moi, c'est comme ça que je l'ai lu sur un vieux bouquin d'homéo, puis je me suis dit, tiens, c'est pas con, et je l'ai essayé, et ça fait 50 ans que je l'essaye, ça marche. Donc, je vous le livre comme ça. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord et de trouver que ça marche pas. Hein, Non, mais c'est là qu'on voit que tout est possible. Mais tout est possible. C'est comme en peinture, on a tous les mêmes couleurs, les mêmes pinceaux, les mêmes toiles, et on fait tous des trucs différents. Alors après, il faut d'abord que ça te corresponde à toi, que tu maîtrises bien le truc, et puis que ça corresponde à ton patient quand même. Donc moi, je vous livre ma façon de gérer le machin, hein, c'est comme dans une école de peinture, et puis je serais ravi que vous fassiez autre chose. Hein. Soyez innovants, soyez critiques, non, au contraire. Et puis c'est dans l'échec qu'on progresse. Parce que vous êtes obligé de vous gratter la tête en disant mais pourquoi ça ne marche pas? Bon, mais ça c'est une formule qui me sauve la vie, on va dire, hebdomadairement, parce que les femmes, c'est quasiment du conseil téléphonique, si tu veux. Alors, il y a des cas qui ne rentrent pas dans ce tableau-là. Donc, on va les voir. Alors, tu peux redescendre un petit peu, voilà, s'il te plaît. Alors, l'achésis, plénitude de sang, chaleur, stagnation. Mais il y a des femmes qui ne sont pas vraiment l'achésis. Donc, il faut quand même que ça soit une plénitude. Mais généralement, elles ont toutes des symptômes de l'achésis. Sulfure, chaleur sur stagnation, mais il y a des femmes qui sont en vide de sang et qui n'ont que des chaleurs localisées. Hein, et qui, alors, moi je ne donne pas l'achésis et sépia ensemble. Et oui, parce qu'il y en a une qui est en plénitude de sang, hein, c'est les chaleurs sur plénitude ou les chaleurs sur vide. Donc il faut choisir. L'achésis, c'est une chaleur sur plénitude, sépia, c'est une chaleur sur vide. Voilà. Donc tu dis par rapport à... Là, tu es en train de dire quand tu donnes pas sulfure et tu donnes sépia à la place? Voilà, je ne donne pas l'achésis avec sépia. Et si tu donnes sépia, tu n'as pas besoin de donner sulfure, puisqu'on est dans le pôle... Voilà. Tuya, c'est la fille qui prend du poids, qui a une rétention d'eau, qui a une sensibilité à l'humidité, et le contraire, c'est causticum. C'est des femmes qui vont se dessécher. Hein, inquiétude, raideur physique et psychique, hein, maigre, aggravée par le vent et le froid. Et elles ont, l'hiver, vous les voyez, vous les repérez dans la rue. Hein, de même, Nadine, elle se marre quand je vois passer une nana un peu excentrique, très platinisée. Je dis, tiens, une belle platine. Et bien, quand vous avez une petite mamie qui est là avec le manteau de fourrure, hein, l'hiver, vous êtes sûr que c'est une causticum. Hein, parce que dès qu'il fait froid et qu'il y a du vent, ça les transperce, elles ne supportent pas. Elles sont maigres et sèches, agitées, et puis elles ont ce petit symptôme psychologique de causticum, c'est d'absolument pas supporter l'injustice. Hein, donc on les voyait aux manifestations, hein, elles avaient la pancarte, hein, nous aussi, et elles avaient la pancarte, dessus il y avait marqué « Je suis d'accord avec toutes les autres pancartes ». Voilà.
Et puis, alors par contre, Ignacia, c'est très très souvent, vas-y, tu peux remonter un tout petit poil. C'est bien rare qu'il n'y ait pas Ignacia, mais il peut y avoir gelsémium, staph, opium, enfin il peut y en avoir d'autres, mais généralement, Ignacia, ça correspond bien. Les symptômes typiques d'Ignacia, c'est la sensation de boule. Ignacia, c'est un blocage du chi du foie. Donc avec des remontées acides, des boules au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac. Voilà, Ignacia. C'est un remède donc de vide de chi du foie. C'est un grand remède, Ignacia, avec sépia, des vomissements de la ménopause. Des vomissements de la grossesse, pardon. Voilà. Gelsémium, ça c'est un grand remède de timidité et de trac. Opium, c'est de la sidération. Staph, c'est les non-dits. Enfin, je mets toujours un remède de détresse psychologique. Hein. Alors, cette ménopause, elle va se dérouler en 3 phases. Gelsémium, c'est quoi, pardon? Gelsémium, c'est trac. Trac. Et Ignacia, c'est vomissement femme enceinte. Oui, avec sépia. Vomissement de la femme enceinte, sépia et Ignacia. L'achésis, non. Non, non. Alors, la ménopause va évoluer en 3 phases qui vont nécessiter des remèdes particuliers. Première phase, le regain d'activité. Et la médecine chinoise dit une femme ménopausée se yanguise. C'est-à-dire, elle va adopter une position moins émotionnelle, plus masculine. Hein, parce qu'elle a plus de sang. Et donc, elle est moins sensible au vent. Hein, donc, à l'émotion. Voilà. Et donc, il va y avoir un certain activisme dans le domaine des affaires, de la politique, du syndicalisme, du prosélytisme religieux et même sexuel. Et on va voir des femmes ménopausées qui, tout d'un coup, vont prendre des amants beaucoup plus jeunes. Vous voyez à qui je pense? Voilà. Donc, regain d'activité. Alors, on a argentum nitricum, par exemple, là-dedans, avec précipitation, phobie, vertige, exigences multiples pour compenser un sentiment profond d'insécurité, incapacité à choisir, fluorique acide, un goût tardif pour des expériences sexuelles multiples, désespérément optimiste et irresponsable, iodome. Alors ça, c'est intéressant parce que il arrive qu'à la ménopause, il y a une décompensation thyroïdienne avec une maladie de base d'eau qui se déclenche. Et là, c'est iodome. Excité jusqu'à devenir nymphomane, boulimique. Murex, qui est un grand maître de spasme du petit bassin. Nux vomica, l'effort de la réussite sur le plan matériel. Et bon, elle picole, elle se dope, elle fait un peu n'importe quoi. Et puis phosphorus, l'effort d'idéalisation de l'autre, qui lui absorbe beaucoup d'énergie. Elle veut y croire. Et puis pulsatilla, irritabilité, caprice, chantage affectif, avec un égoïsme sous-jacent. Puis il y a aussi platine, moscus, etc. Deuxième phase de la ménopause, il y a une phase de repli dépressif. Sensation de vie ratée, d'inutilité, asthénie physique, ralentissement psychomoteur, troubles somatiques divers. Alors on va trouver des remèdes comme Conium, la vieille fille. Conium, c'est le remède du cancer du sein de la religieuse. Conium, la ciguë. Et alors Conium, c'est très intéressant, c'est un remède de frustration justement sexuelle. C'est un remède de nodules dans les seins et c'est aussi un grand remède de vertige. Conium, c'est un or, tu vois. Conium. Elonia, ça c'est une sépia déprimée, mélancolique, hyperménorrhéique, ptose utérine, bearing down, épuisement. Natromur, alors grand remède d'incommunicabilité, inquiète, renfermée, perpétuellement incomprise et frustrée. Tous les natromes,
c'est des deuils qui ne se sont pas faits. Des deuils à tous les niveaux. Voilà, elle s'est enfermée et elle rumine. Alors attention, natrum mûr, c'est quand même un remède d'ouverture sur sur la schizophrénie. Hein. C'est des remèdes ils sont rapidement déconnectés du réel. Hein. On en a eu comme ça des natrum mûr. Moi, à l'époque où j'étais interne à la fac, on a un copain comme ça, et il était étudiant, puis il s'est enfermé 3 semaines dans sa chambre d'étudiant. Il sortait pas, il mangeait pas. Il a fait natrum mûr, il a fait une schizophrénie en aigu. J'ai un patient comme ça, j'ai un BNS demain, j'ai un patient qui a ça. Oui, oui. Ben, on regardera. Tu parlais du deuil, c'est pas du deuil réel d'une personne perdue. Alors, ça peut être le deuil réel d'une personne perdue, hein, mais ça peut être aussi un deuil symbolique. Il y avait une subtilité parce que je voulais donner natrum mûr à quelqu'un qui n'a pas à passer le deuil de la perte de sa femme Oui, qui a eu lieu il y a peut-être plus de 20 ans. oui, Et tu m'as dit que c'était pas ça pour lui. peut-être, mais c'est parce qu'il y avait d'autres éléments. Il y avait probablement d'autres symptômes. Alors, alors le grand symptôme de natrum mûr, c'est le désir de sel. Hein, le désir de sel. Ils salent. Natrum mûr, c'est le sel. Et ils salent leur alimentation beaucoup. Pardon ? Voilà. Alors, derrière natrum mûr, il y a d'autres remèdes du groupe du natrum. Natrum carpe, qui est un natrum mûr aggravé, avec intolérance à la chaleur en particulier. Hein. Natrum sulf, qui est intolérance à l'humidité. Et puis après, on a les kalium carbe, où là, on n'est plus dans l'eau, on est dans le sang. Et donc, kalium carbe, c'est un grand remède d'insuffisance cardio-respiratoire. Et puis, on peut observer des problèmes tissulaires, basoïque acide, la goutte, phosphorique acide, la dépression profonde, nitrique acide, la fissure anale, etc. Donc là, on est dans des remèdes déjà plus cognés. Et puis, les nosodes auront un bon effet dès que la situation se chronicise. Donc, psorinum, frileuse, allergique, désespérée de son cas, colibacillinum, cystite récidivante, colopathie. Avec des intérêts sexuels, baritacarbe, hein, hypoendocrinie, calcaracarbe, les peurs, le peu d'intérêt pour la chose sexuelle, hein, elle préfère la bouffe. Graphites, hein, grosse grasse grise, hein, migraineuse, leucorique, c'est pas un bon coup. Opium, hein, ça je l'utilise quand il y a un traitement prolongé par les anxiolytiques et en particulier les benzodiazépines. Ils sont au Valium, au Seresta, tous les Lysanxia et compagnie pendant longtemps. Et là, je passe une dose d'opium le matin pour que ça les réveille bien et souvent ça leur fait du bien. Voilà. Et causticum, hein, ajouté et raide, mais surtout agité pour dissimuler sa perte de pouvoir et sa peur de vieillir. Alors, troisième phase, l'irritabilité avec des réactions agressives. Une manière de se défendre et de surcompenser. Alors, on va trouver des remèdes comme Actea racemosa, un petit peu hystérique, hein, cyclotimique, loquace, avec une hypertonie rachidienne, elle a des douleurs dans le dos, dans le cou. Aurum et platine, choléreuse dominante, inquiète. Hein, seule la présence des jeunes enfants la détend un peu. Iociamus. Alors là, Iociamus, donc c'est la jusquiane, c'est une plante hallucinogène. Hein. On est dans la mythomanie et l'exhibitionnisme. Hein. Lilium tigrinum, alors ça c'est une grenouille de bénitier, mélancolique, hystérique. Ah non, mais t'en vois des cas comme ça, moi j'en ai vu, hein, on en voit. Hein. Elles sont tapées de chez tapées. Hein. Ah non, mais c'est pour ça, bon, ça vous paraît
faut lire leur remède une fois ou deux, et puis après, quand vous les avez au cabinet, vous y pensez. Hein. Vous dites, elle est complètement folle. Et puis, ouais, enfin bon, ça ne veut pas dire que leur remède va tout régler, hein, mais bon, déjà, ça fait baisser la pression, et après, on peut essayer de discuter. Mais c'est pas toujours évident, parce que l'ilium tigrinum, elle va, forcément, son thérapeute, elle va jeter son dévolu dessus, hein. Surtout s'il est jeune et beau, comme nous deux. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ta coupe de cheveux qui les séduit. Voilà. Et donc, très difficile l'ilium, hein, très très difficile, avec toujours une notion de prise de pouvoir, etc. Enfin, c'est compliqué. Et puis vous avez Népenthès. Alors Népenthès, c'était la grande plante de Julien, mon maître en homéo, hein, qui est un Népenthès, c'est un argentum nitricum féminin vieillissant, dépressive, fatigable, capricieuse, avec troubles digestifs, hypersomnie, frigidité, avec douleur de l'ovaire gauche, règles en avance, coxarthrose, aggraver la nuit, améliorer à l'air frais. Voilà. Népenthès, c'est une plante carnivore indienne, hein, Népenthès. Il y en a des Népenthès ici dans le... Ah. Oui, il y en a des Népenthès. Et puis Staphysagria, le refoulement, les vexations, hein, pour ne pas avoir l'air. Et on pourra penser aussi à Adamas, le diamant, qui est une espèce de mélange de platine, de causticum et de Népenthès. Alumina, très sèche. Crocus sativus, avec des larmes. Ça, c'est le safran, hein, et des migraines ophtalmiques. Créosotum, avec des leucorrhées irritantes. C'est un acide, hein, donc des douleurs chroniques avec des leucorrhées irritantes. Voilà. Alors après, sur ces remèdes de fond qui correspondent aux malades, vous allez pouvoir utiliser des remèdes de symptômes bouffées de chaleur. Il n'y en a pas 50 000, hein, en gros. Quand ils en ont, ils prennent direct en 5 heures. Ils le prennent direct quand il y a la bouffée de chaleur. Voilà. Alors, essentiellement, je dirais que... Alors, il y a les bouffées de chaleur avec sueur. Bon, le grand remède, c'est glonoïne, la trinitrine, nitroglycérine. Hein. Donc, il ne faut pas trop agiter le tube parce qu'il explose. Vous avez déjà vu le film Le salaire de la peur? Vous n'avez pas vu Le salaire de la peur? C'est un film magnifique qui a été réalisé avec très peu de moyens. Hein. Il y a 2 camions, une bambouseraie. Ben, il trimballait des bidons de nitroglycérine. C'est ça. Et dans le choc, ça explose. Voilà. Voilà. Donc, nitroglycérine. Voilà. Donc, remède de bouffée de chaleur. Avec sueur. C'est pour ça que je rigole, parce que je dis qu'il ne faut pas trop secouer le tube. Voilà. Donc, bouffée de chaleur avec sueur. Sans sueur, alors vous avez le grand remède des bouffées de chaleur, c'est Sanguinaria canadensis. La fâche, les os rouges, etc. Mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Sanguinaria canadensis, du Canada, la sanguinaire du Canada. Bon, il y en a d'autres, mais disons que ça, c'est les grands que je maîtrise bien et je sais qu'ils marchent. Et puis, il y avait une formule absolument magnifique de Velleda qui ne font plus. Bryophyllum ignatia lachesis. Voilà, oui, vous pouvez le faire vous-même. Alors, il y a très peu de labos qui ont Bryophyllum. Je ne sais pas si le... Oui, les bergelons, oui. Oui, bah ça c'est bien. Parce que c'est un grand draineur de l'achésis, et pas seulement. Et c'est une plante absolument merveilleuse, justement, des chaleurs au sang. Voilà. Dans la banque de données des BNS, qu'est-ce qu'on trouve au chapitre bouffée de chaleur? Rosa canina, ça c'est intéressant. La rose, c'est une fleur de bac, hein, aussi. Et c'est la rose, vous verrez les rosacées, c'est cœur. Hein.
Lilium tigrinum, on la trouve valériana, grand remède de la ménopause valériana, des insomnies et des bouffées de chaleur de la ménopause. Les autres se retrouvent moins souvent. Fragaria vesca, c'est la fraise, hein, c'est assez vasculaire, vous voyez, c'est sulfure. Salvia aussi, qui est très hormonal. Voilà. Et on peut utiliser, bien sûr, pour la sécheresse, hein, les huiles d'onagre, de bourrache ou d'argousier. Voilà, pour la sécheresse vaginale. Pourquoi tu as choisi de mettre entre guillemets? Pourquoi tu as choisi de mettre entre guillemets? Parce que je l'ai trouvé dans les publications comme ça. C'est pas systématique pour moi. Oui, on peut enlever les guillemets, t'as raison. Parce que je l'ai sorti d'un article et que ça me percutait pas particulièrement. Voilà. Quand on donne de l'onagre, c'est aussi bien de leur dire de prendre de l'huile dans leur cuisine, salade et tout. Ah non, moi je la donne sous forme de capsule, hein. Le problème de tous ces oméga 3, pardon, c'est que ça rancit très vite, hein. Donc si tu le mets dans la salade, généralement elle est rance. Donc déjà, il faut la diluer au moins à moitié avec de l'huile d'olive pour la stabiliser. Mais ça se garde pas très bien, hein. Donc il faut mieux la prendre en capsule, par exemple, qui sont fermées. Une capsule, ça se garde bien. Oui, ça se garde relativement bien. Les capsules, bon, faut pas les garder des années, hein, mais ça se garde bien. Alors on peut utiliser, hein, on peut les utiliser d'ailleurs en application locale avant un rapport sexuel, hein, par exemple. Voilà, l'huile de coco aussi. Voilà. Le gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera, ça c'est un cortisone-like, hein, qui sera utilisé pour les démangeaisons. Quand il y a de la gratte. Alors, les complexes homéopathiques. Alors, il y a beaucoup de complexes. Hein. Climactéran. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Sulfurique acide, c'est une espèce d'aggravation de sulfure. Acteracemosa, c'est un vide de sang. Lachesis, c'est une plénitude de chaleur. Sanguinaria, c'est un remède de bouffée de chaleur. Sepia, c'est un remède de fatigue sur vide de sang. Voilà. Et puis, pour les troubles du sommeil et la nervosité, R14. Vous avez Sepia compositum, hein, aussi. Et on retrouve Lachesis, Signacia, sulfure. Voilà. Bon, les complexes de la ménopause, c'est de la prescription téléphonique. Moi, je préfère les prendre tranquillement et puis essayer de comprendre quels sont les remèdes, en sachant qu'on va les passer relativement régulièrement. Voilà, et puis vous avez Hormonium de chez Physionate qui est pas mal parce qu'il est très, très enrichi en vitamines. Et puis vous avez un certain nombre de plantes qui sont très riches en phytohormones, le soja, le trèfle rouge. Hein. Vous avez même du NAC qui a un effet de détente et de détoxication hépatique. Hein. Le NAC. Et le glutathion aussi a un effet anti-inflammatoire. C'est le NAC qui permet la fabrication par le Du glutathion, oui, oui, tout à fait. Le magnésium, hein, très intéressant. Le zinc, bien sûr. Hein, le sélénium pour le côté vasculaire. Le chrome pour les fringales. Voilà. L'iode, parce que très souvent, il y a une hypothyroïdie qui peut s'installer. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, le synergium oméga 3 pour le côté hormonal. Et puis, si vraiment il y a une décompensation vasculaire, le synergium pubis et le détoxium plus pour le foie. Voilà, si vous voulez travailler au niveau de la micronutrition, vous avez aussi des outils.
Mais bon, moi je sais que avec l'homéo marche très très bien dans la ménopause et c'est rarissime que j'ai besoin de donner autre chose. Voilà. Fibrome et polypes. Alors on va dire un petit mot sur les fibromes et polypes. Alors ça c'est une demande que très souvent, que les femmes, il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Tu peux remonter un petit peu, voilà. Alors voilà l'utérus dans sa stature normale. Et puis voilà les différents types de polypes qu'on peut avoir. Soit sous-muqueux, ils vont saigner beaucoup, ils sont petits. Pardon ? Les fibromes. Fibromes. C'est le chapitre qu'on fait, fibromes. Alors, soit ils sont sous-muqueux, ils saignent, soit ils sont dans le myomètre, ils ne saignent pas, mais ils ont des répercussions par leur volume. Alors, le plus gros fibrome que j'ai eu, il arrivait à l'ombilic. Hein, c'est-à-dire, elle avait un ballon de football dans le ventre. C'était un bébé de 4 mois et demi, quoi. Peut-être même un peu plus. Donc là, on est obligé d'intervenir parce que il y a des phénomènes de compression qui sont gênants. Alors il faut bien comprendre que le fibrome sous-muqueux, il se traite essentiellement par le curetage. On va cureter la muqueuse utérine, on enlève le fibrome. Le fibrome sous-muqueux, le fibrome du myomètre, on n'y touche pas et on enlève l'utérus quand il devient trop volumineux. Alors, la plupart des femmes viennent vous voir en disant « Faites-moi disparaître mon fibrome par homéopathie ». Alors, on est bien emmerdé parce qu'en fait, le fibrome, enfin, je ne parle pas du sous-muqueux, mais le fibrome du myomètre, c'est une masse avasculaire. C'est-à-dire, c'est de la fibre conjonctive. Et donc, c'est comme une pierre. Donc, on ne va pas la dissoudre, on ne va pas la faire disparaître. Tout ce qu'on pourra faire, c'est décongestionner autour, et on va améliorer les symptômes, mais on ne fera pas disparaître le fibrome. Voilà. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Par contre, ce qu'on peut leur proposer, on va leur dire, on va améliorer un peu vos symptômes, on ne fera pas disparaître votre fibrome, mais par contre, on va peut-être empêcher qu'il y en ait d'autres. Parce qu'en général, il n'y en a pas qu'un, il y en a des fois un certain nombre qui se développent. Donc en MTC, l'utérus est une entraille curieuse du rein. Donc le fibrome trouve sa cause dans une stagnation de sang et des mucosités, dont la cause est soit la présence d'une énergie perturbée, maladie des 7 sentiments, donc vésicule biliaire, ce qui explique la fréquence de l'association dans le temps des cholécystectomies et des ovariectomies, des hystérectomies. Une femme qui vient vous voir et qui s'est fait enlever la vésicule biliaire, vous pouvez dire que dans les 5 ans, elle va se faire enlever l'utérus. Ben oui. Parce qu'en fait, c'est la bile et l'utérus sont deux entrailles curieuses qui travaillent en synergie. Si vous avez une sécheresse au niveau de la vésicule biliaire, vous avez une sécheresse au niveau de l'utérus et vous allez avoir un fibrome. Est-ce qu'on peut, parce que je connais une jeune ado justement qui s'est fait enlever sa vésicule biliaire. Oui. Quand elle avait des crises, elle avait Oui. Et donc du coup, ça veut dire qu'elle a eu ça il y a 2 ans. Oui, ça veut dire qu'elle est sèche, oui, elle a une sécheresse, Ouais. et ça veut dire qu'elle a beaucoup de chances de faire un fibrome après. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de l'accompagner? Bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'est ça, c'est intéressant. Alors, il faut savoir que les soucis ou une mauvaise alimentation vont sidérer le chi dorate. Donc, il y a un vide, il y a un vide d'eau du rein, il y a un vide de chi de la vésicule biliaire et il y a une sidération de chi dorate. Alors, dans 60% des cas, la psychose prédomine avec comme grand remède Thuya occidentalis. Thuya occidentalis, c'est le grand axe rat-rein avec des satellites, Sabina, qui est des segments tout à fait anormaux, Fraxinus, le fibrome qui saigne, Tridium pendulum, Laspi bursa pastoris,
Ce sont des remèdes de fibromes qui saignent, donc de fibromes sous-muqueux. Voilà. Vous avez Teucrium scorodonia, qui est le remède du polype du col, comme Teucrium marum est le remède du polype du nez. Sabal cerulata, hein, c'est un petit remède spécifique de la muqueuse utérine et qui est un remède des fibromes sur les utérus rétroversés. Vas-y. Voilà. Et puis, vous avez bien sûr tous les remèdes où vous allez avoir des troubles de la forme, et en particulier des blindages comme calcaracarbe. Calcaracarbe, c'est une femme qui va avoir souvent des gros seins, mais elles ne seront pas capables d'allaiter. Donc, c'est hyperstructure, hypofonction. Hein, et puis, elles vont avoir des tas de problèmes au niveau génital. Et puis surtout, elles auront, en période préménopausique ou postménopausique, elles auront des gros fibromes utérins. Parce que calcaracarbe, c'est un vide de sang et un vide de chi. Grand remède de vide de sang et de vide de chi. Voilà les différents calcaria. Et puis vous avez l'apis albus. L'apis albus, c'est calcarea silicata. Et donc là, vous avez un goitre et un fibrome. Double peine. Voilà. Et ils vous disent, voilà, hémorragie, voilà, calcarasulf. On peut même avoir calcarasulf. Calcarea, un grand remède de psychose. Hein, c'est un grand remède de trouble de la structure et de la fonction du cœur. Voilà. Alors après, le tuberculinisme. Attends. Merci. Tuberculinisme. L'achésis, l'achésis, pulsatilla. Essentiellement, c'est les deux grands maîtres féminins qui ont des problèmes de... Mais c'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Vas-y. Voilà, alors ça, c'est le docteur Nidal Jamal. C'est un brave hindou qui donne la liste de ces remèdes qu'il utilise pour les... Tu peux baisser un petit peu qu'on voit tout. Ça, c'est la liste des remèdes qu'il utilise pour les fibromes. Alors, c'est amusant, Fraximus americana, ça, c'est le petit satellite de Thuya. Tlaspi, c'est segment. Aurum muriaticum natronatum, ça, c'est les fibroses utérines, les gros fibromes utérins, mais qui ne saignent pas. Donc Thuya, on l'a vu, calcarea fluor, on a vu. Belladone, ça c'est s'il y a une congestion vasculaire, c'est un aigu de calcaracarbe, belladone. Ustilago, maïdis, champignon, fibrome saignant. Sabina, segment, avec des caillots. Trium pendulum, lombalgie pendant les règles. Érigéron, voilà. China, tout ça c'est des remèdes de problèmes de sang. Voilà, alors sépia, alors j'ai vu des très très gros fibromes chez des filles sépia. Gros fibromes chez les filles sépia, et on est dans des phénomènes de vide de sang et de stagnation d'énergie. Et puis toujours sépia, il y a le fait que depuis qu'elle est toute petite, elle investit beaucoup sur son côté masculin. C'est des filles battantes, exigeantes, etc. Et en fait, à force de réprimer son utérus, l'utérus se venge. Voilà. Et bien pulsatilla, voilà, très émotionnel. L'achésis, on a vu, pulsatilla et l'achésis étant des fibromes des patientes tuberculiniques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sulfure, bien sûr, mais c'est assez rare, sulfure. Sur la luèze, on a les sels d'or, aurum iodatum, aurum muriaticum natronatum, induration utérine avec le corée, aurum muriaticum calinatum avec hémorragie. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez que c'est le même sel, chlorure d'or, mais là, on a un sel de sodium, donc on a de l'eau. Et là, on a un sel de potassium, donc on a du sang.
Et puis conium, qui est aussi une induration du corps et du col utérin, hein, suite d'abstinence sexuelle avec vertige. Toujours pareil, la symptomatologie de conium. Voilà. Aurum muriaticum natronatum. Voilà, plus rarement, on en a d'autres, graphite, barytacarbe, c'est moins intéressant. Et puis retenez bien cette petite formule qui est magique, Sabina ustilago, le fibrome qui saigne. Parce que ça, là, vous allez être dérangé par des gens qui disent j'ai des règles vraiment trop importantes, gros caillots, rouge foncé. Dès qu'il y a des caillots, vous savez qu'il y a de la chaleur, hein, c'est stagnation chaleur avec hémorragie. Et vous donnez Sabina ustilago, l'un le matin, l'autre le soir, et en principe, le deuxième jour, c'est fini. Et ça, c'est une petite formule magique qui est vraiment très sympa. La définition de ce cas, pour moi, c'était plutôt la femme battante, pro-féministe. Oui, oui. Pas réprimer sa féminité. Alors, si, pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle tire sur son côté masculin sans arrêt. Ah, donc en fait, elle met en avant sa féminité en réprimant la masculinité. Non, elle met en avant sa masculinité et donc elle oublie sa féminité. Mais pour moi, cette pièce, c'était vraiment la jolie fille qui pointe les doigts sur les hommes parce que non, il n'y a pas un côté pro-féminin, cette pièce? Pas du tout, non, elle est masculine. C'est masculine avec des atouts féminins. Ah parce que Elle a du mal à accepter. évidemment, ah oui, mais non, mais je sais pas, excuse-moi, mais t'as pas remarqué que les femmes, elles sont complexes. Les femmes, elles sont complexes. Non, mais j'ai d'image de première année, sépia, défilé de mode, avec... Non, mais ça, c'est sépia platine. Voilà. Sépia, c'est un grand remède. Alors, ça, c'est Jung qui a beaucoup travaillé ça. Hein. Jung a bien travaillé ça avec ce qu'il appelle animus anima. C'est-à-dire ton côté masculin ou ton côté féminin. Tu es plus dans l'émotionnel et dans la sensation ou tu es plus dans l'action et dans l'activité. Hein, voilà. Donc le masculin, il est inondé de testostérone et donc il va chercher à se battre, il va chercher à ramener le plus gros beefsteak, etc. Voilà. Donc ça c'est le côté masculin, anima, actif. Et puis tu as le côté féminin qui est plus dans la sensibilité, parce qu'aussi elle a moins de sang, et donc elle est plus dans l'émotion, et elle est plus dans le côté faire une famille, procréer, etc. Et alors d'ailleurs, c'est ce qu'on oppose aussi, l'instinct de vie, l'instinct de mort. La femme est beaucoup plus sur l'instinct de vie, l'homme est beaucoup plus sur l'instinct de mort. Il n'y a qu'à voir nos dirigeants actuels, tu vois, tu te dis... Il n'y a pas beaucoup de vie là. Bon. Et alors en fait, pour que quelqu'un soit équilibré et une vision du monde qui soit correcte, il faut pour le garçon épouser son côté féminin, c'est-à-dire s'autoriser les émotions, à pleurer, à écouter les autres, etc. Et puis à vouloir construire et non pas détruire. Hein. Et puis chez la fille, ne pas se laisser aller à les émotions et à la sensiblerie, mais avoir un côté actif. Et Sépia, il ne faut pas oublier que c'est l'aspect chi du foie. Hein. Donc elle est active. Sépia, elle a deux aspects. C'est pour ça que c'est difficile quand tu lis la matière médicale, parce que ça décrit deux personnes différentes. Tu as une sépia qui est très yang, parce que justement, elle n'a pas beaucoup de chi. Le yang et le chi, c'est pas la même chose. Donc c'est une hyperactive qui va compenser justement son vide d'énergie et son vide de sang par l'hyperactivité. Hein, j'avais mon prof de médecine chinoise, il disait c'est le papier le papier peint qui tient les murs du HLM. Oui. Non, mais c'est ça. Hein? Elle s'active beaucoup
Elle s'active beaucoup, mais en fait, fondamentalement, elle est fatigable. Elle est fatiguée, fatigable. Alors le problème, c'est qu'elle sait que dès qu'elle s'arrête, eh bien cette fatigue et cette dépression et cette sensibilité va revenir. Et donc l'énorme difficulté, c'est qu'il faut lui expliquer que c'est important de se reposer. Et donc la première chose à négocier avec Sepia, c'est des récréations. Je leur dis, ma première prescription pour vous, madame, c'est de faire une après-midi toutes les semaines de récréation. C'est-à-dire vous arrêtez, hein, et puis vous travaillez plus sur le il faut que, vous travaillez sur le je m'autorise à. Et donc pendant une après-midi, vous allez vous balader, regarder les petits oiseaux, vous allez au cinéma, vous allez avec les copines manger un éclair au chocolat, etc. Ah, c'est pas possible, docteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va garder mon chien? Qu'est-ce qui va faire la lessive? Voilà. Et donc, c'est très difficile. Alors, pourquoi c'est risqué pour elle? Parce que justement, c'est le yang qui les tient. Donc, si tu arrêtes le yang, il y a tous les vides dessous qui vont se révéler. Voilà. Donc, il faut amener ça à leur conscience, tu vois. C'est pas évident. Que des fois, il va falloir arrêter. Et puis, deuxièmement, la deuxième problématique de Sepia, c'est 20 à 30% des femmes quand même, hein, les Sepia. Oui, alors bien sûr, il y a quand elles sont épuisées, mais ça y est, tu m'as coupé, là, je ne sais plus. Soit triangle, soit autre chose. Je ne sais plus. Voilà, alors la deuxième sépia, c'est la sépia épuisée dépressive. Il n'y a plus le yang qui les protège, et donc la moindre sollicitation, elle t'envoie chier. Parce qu'elle ne supporte plus rien. Voilà. Et ça, c'est vrai que... Alors voilà, oui, ça me revient. Alors, il y a une problématique avec Sepia, c'est que elle fonctionne beaucoup sur l'homosexualité. Non pas homosexualité dans le sens homosexuel, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle compte d'abord sur elle-même pour se donner du plaisir. C'est-à-dire, en fait, les autres lui apportent rarement du plaisir. Les autres en général. Ce qu'on appelle l'hétérosexualité au sens large. Phosphorus, il va vers les autres, Sulfure, il va vers les autres parce qu'il attend que les autres lui amènent du plaisir. Il va leur en donner, pas Sulfure, mais il va surtout en prendre. Il va surtout en prendre. Mais voilà, c'est vraiment des filles sérieuses, actives, souvent solitaires, et pour lesquelles très souvent un mari et des enfants, c'est plus des contraintes que du plaisir. Voilà. Et donc, si elles évoluent mal, elles vont évoluer vers la dépression et l'épuisement chronique, etc. Et donc, tu arrives là en tant que thérapeute, et donc là, ça passe pas par les médicaments. Et puis alors, attention, si tu donnes Sepia va dégager le yang, donc elles seront moins tendues, mais si tu redonnes une dose de Sepia, là, ça va révéler encore plus le vide de sang et d'énergie. Et c'est pour ça que Rui disait, la deuxième dose de Sepia est toujours une erreur. Voilà. Et donc, il va falloir négocier avec elle le fait d'arrêter de s'agiter, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de vouloir tout maîtriser, hein, il faut que, hein, et puis d'essayer de s'octroyer, de voir la vie de façon différente et de s'octroyer des récréations, etc. C'est pareil quand tu as Argentum Nitricum, ou quand tu as Aurum, ou quand tu as Lachesis. Il faut leur changer leur vision du monde, parce que sinon ils continueront à faire les mêmes conneries. Hein, bon, quand tu as bien compris Phosphore, tu te gères complètement différemment maintenant.
Hein? Enfin, t'espères. J'ai trouvé quelques réponses. Voilà, tu as trouvé des réponses, mais surtout, tu comprends que tes points faibles et tes points forts. Et puis, ce qui te motive dans la vie. Et Sépia, ce qui la motive dans la vie, c'est que les oreilles soient nettoyées, les dents soient propres, que les enfants aillent à l'école, etc. Qu'il n'y ait pas de découvert à la banque. Bon, tout ça, c'est très bien, mais c'est chieux. C'est chieux. Elle s'emmerde. Puis quand il y a un mari sulfure au milieu, ou nux, c'est l'horreur. Voilà. Donc c'est difficile, si vous voulez. Moi, je crois que dans la consultation, la mise en évidence de la problématique de la personne, elle est fondamentale. Et puis, il faut lui restituer cette problématique et puis voir avec elle qu'est-ce qu'elle est prête à changer. Alors, le remède va leur faire lâcher. Hein, c'est-à-dire, ça va les ramener un peu sur terre, ça va les décrisper, mais on ne va pas leur passer des remèdes tous les 8 jours. Hein, donc, il va falloir qu'elles prennent conscience de certaines choses. Pour rebondir sur ce que disait Joël sur les sépias un peu presque ultra masculines ou androgènes, oui. En effet, il y a cet élément. Oui, il y a ça aussi, oui. Et tu disais, il y a les sépias platines. Alors, tu as dans les sépias, c'est pour ça que c'est difficile. Il y a des remèdes qui sont très difficiles à interpréter dans la matière médicale. Et entre autres, tu as sépia qui est un remède très difficile. Parce que tu as des matières médicales qui te décrivent des sépias au stade vide de sang, vide d'énergie, vide de yang, dépressive, hypersensible, même pleurnicharde, tu vois. Bon. Et puis, tu en as d'autres qui te les décrivent en hyper-yang de surface, donc working girl, tu vois, active, tonique, secrétaire de direction, voilà. Et en fait, qui se battent justement pour leur indépendance et leur liberté. Voilà. Et les deux sépias sont justes, simplement c'est à des moments différents de leur évolution. Voilà. Et alors souvent, sépia, il est appuyé sur un remède réactionnel. Alors par exemple, lycopodium, il sera volontiers arsenic. Hein. Phosphore aussi, il sera volontiers arsenic. Pulsatilla, elle va évoluer en graphite, etc. Et puis, sépia, elle va avoir... Sépia, c'est un remède de foie, mais il y a une nette polarité rein, parce que c'est de l'adrénaline, en fait, sépia. Hein. C'est de l'adrénaline, sépia. Sépia, c'est de l'encre de sèche, qui est de la mélatonine, mais la mélatonine, c'est une préadrénaline. Donc, c'est quelqu'un qui passe sa vie à tirer sur ses surrénales. Voilà. Et donc, à se forcer pour tout, c'est ça, je me force pour tout, sépia. Et donc, elle va... Donc, sépia, c'est un remède de foie, et donc c'est un remède phobique. Hein. Pas de tâche, attention, etc. Et dans le rein, elle sera volontiers platine. C'est-à-dire qu'elle va s'ajouter une touche de séduction et d'exigence au niveau de la séduction et de prise de pouvoir par la séduction. Alors, par contre, il n'y a pas de sépialachésis. Il n'y a pas de sépialachésis, parce qu'il y en a une... Elle peut évoluer vers l'achésis. Non, mais non, parce que où elle est en vide de sang, ou elle est en plénitude de sang, elle n'est pas les deux. Hein. Par contre, elle va évoluer vers causticum. Parce que au vide de sang va s'ajouter un vide d'eau. Et une chaleur. Alors, sépia peut aggraver en causticum, comme l'achésis peut aggraver en causticum. Oui, mais c'est rare. De quoi qui est rare? L'achésis et causticum? L'achésis causticum, oui. Ouais, parce que c'est très révolte dans les deux, quand même. Oui, les deux sont révoltés, mais pas pour la même chose. L'achésis, c'est un... Alors, là aussi, c'est le problème de la différence des remèdes. Il y en a un qui est un minéral et l'autre qui est un animal. Hein. Et l'animal, c'est une confrontation intrapersonnelle. Hein. Ça ne va pas, coup de boule, l'achésis. Alors qu'au contraire, causticum, c'est la structure du moi qui est atteinte, le fait que j'ai une perte de pouvoir
et que c'est complètement injuste. Tandis que l'achésie, c'est une revendication identitaire. On n'est pas sur les mêmes axes. Hein. Voilà. Mais c'est très intéressant. Moi, voir l'homéopathie comme ça, si vous voulez, c'est des clés magnifiques, hein, parce que... Bon, après, vous cherchez les petits remèdes autour, parce que vous avez besoin que ça agisse sur telle ou telle fonction. Hein. Mais déjà, identifier les grands remèdes, bon, est-ce qu'il est plutôt poumon, est-ce qu'elle est plutôt foie, est-ce qu'elle est plutôt rein, elle est plutôt cœur, elle est plutôt rate. Et puis comment... en sachant que rate, les remèdes du pôle rate, c'est des remèdes de décompensation aiguë. Mercure, acide, stanum, etc. C'est des remèdes graves de décompensation aiguë. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nosote de la rate, c'est vraiment que des blocages momentanés. Les personnes qui sont dispersées, tout ça, il y a Mercurius est très dispersé. C'est pas il n'y a pas Argentum. Alors, Argentum, il est dispersé parce qu'il ne sait pas choisir. Et parce qu'il veut tout. Voilà, c'est un remède très adolescent, ça, Argentum. Hein. Par contre, Mercurius, c'est parce qu'il en a pris plein la gueule et qu'il monte des coups pour se prouver qu'il existe encore. C'est pas du tout la même problématique. Mercure, ça peut venir de la folie, quoi. Ah ben Mercure, c'est des gens... il y a un tiers des gens qui sont en prison qui sont Mercure. Hein. Parce que ça débouche sur des passages à l'acte et des actes antisociaux. Hein. Hein, Al Capone était Mercure. Ouais. Argentum, ce sera un grand gamin. Oui, c'est un adolescent. Bon, il y a des hommes politiques, à 60 ans, ils sont encore Argentum. On ne citera personne. Hein. Hein. Alors vous avez, c'est amusant, vous avez dans les thérapeutes, vous avez par exemple, vous avez un taux d'argentum nitricum extraordinaire chez les acupuncteurs. Hein, parce que vous avez 5 box, hop, vous faites rentrer le premier, vous mettez 3 aiguilles, hop, et puis ça... Et puis on ne se pose jamais aucune question fondamentale. Hein, vous posez 3 questions, la langue, les pouls, hop, vous mettez les aiguilles. Bon, c'est très bien, vous soulagez, hein, mais vous ne posez jamais aucune question fondamentale sur qu'est-ce qui se passe chez ce patient ou cette patiente. Hein. Alors que l'homéopathe, lui déjà, c'est un besogneux, beaucoup plus besogneux. Et puis le psychologue, lui, vraiment, il va au fond du fond du fond. Normalement. On espère. S'il dort pas. Voilà, on espère. Et alors moi, quand j'ai fait ma formation de psychanalyse, j'ai fait qu'1 an. Hein. J'ai arrêté au bout d'1 an. Parce qu'on faisait des consultations didactiques. Hein. Donc on faisait venir des gens qui racontaient des conneries, mais au niveau médical, ça me faisait hurler. Mais alors au niveau psychologique, si tu veux, moi en 5 minutes, j'avais compris, tu vois. Et tu te dis, il va falloir 40 séances où je ferme ma gueule. Donc c'était insupportable. Je me suis dit, je ne vais jamais faire ça, je ne vais pas supporter. Hein. Mais bon, ceci dit, c'est important de restituer aux patients. Alors l'homéopathie permet justement, avec les... C'est très jungien, si vous voulez, l'homéopathie. Il y a des archétypes. Il a raison, Jung, quelque part. Je le défends, je l'ai descendu, donc j'ai le droit de le défendre. Oui, non, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'est pas défini les archétypes. En fait, il aurait dû apprendre l'homéopathie, ça lui aurait fait gagner du temps. Et donc, en fait, il y a des archétypes. Et en fait, on fonctionne tous sur des archétypes qu'il faut restituer aux patients. Et en fait, c'est une démarche analytique. Et c'est pour ça que moi je passe mon temps à restituer les archétypes de fonctionnement aux patients et leur dire, mais est-ce que vous avez remarqué que vous fonctionnez comme ça et est-ce que vous ne pourriez pas faire autrement? Alors il y en a qui me disent non, ça va très bien comme ça, vous me faites chier, je suis venu pour une angine. Bon d'accord, on va traiter l'angine. Non, mais j'en ai eu qui m'ont envoyé balser en disant mais j'en ai rien à foutre de votre truc. Et puis il y en a qui ont un peu plus de temps et qui veulent essayer de comprendre.
Hein, c'est intéressant ce qu'on dit, mine de rien. Et donc, quand vous avez un fibrome ou quand vous avez un machin comme ça, c'est que le système a dérapé. Et donc, vous vous dites, pourquoi il a dérapé? Toujours pareil, il faut poser les... Alors, l'allopathie, en allopathie, on traite la partie émergée de l'iceberg. Hein, on enlève la vésicule, on enlève l'utérus, on met la pilule, donc il n'y a plus de règles, donc il n'y a plus de problème, etc. C'est ce que je dis d'habitude, hein. Je dis heureusement que vous aviez pas mal à la tête. Hein. Et puis, nous, on est là, on a des remèdes qui sont des régleurs absolument extraordinaires, psychosomatiques. Et c'est pour ça qu'on irrite tout le monde, parce qu'on est moitié psycho, moitié somatique. Hein, donc on se fait tirer dessus de partout. Et en fait, on essaie de comprendre comment les gens dysfonctionnent. Et pourquoi ils dysfonctionnent. Et pourquoi ils ont des... Enfin, ils dysfonctionnent parce qu'ils ont des symptômes. S'ils n'ont pas de symptômes, ils ne viennent pas nous voir. Tu disais là, parmi les fibromes, il n'y a pas un remède qui les enlève et tout ça. Il n'y a pas de remède qui enlève. Par contre, mon épouse qui avait 2 fibromes depuis 10 ans. Oui. Et depuis 3 ans qu'on soigne pour Oui. régule les choses. La dernière fois qu'elle était chez la gynéco, elle dit ah, il y a un problème. Il y a des fibromes, on les voit plus. Ils ont disparu. Ben oui. Ben des fois comme ça. Non, mais des fois, on a justement des trouvailles heureuses, si tu veux, des traitements homéopathiques, avec des trucs, des fois, dont les gens ne parlent même pas, et tout d'un coup, le symptôme disparaît, parce que justement, tu as relancé les régulations, tu as enlevé les barrages, et les choses se sont normalisées. Mais enfin, la personne qui vient, moi je me rappelle d'une belle sépia qui était venue me voir, mais alors typique sépia, elle avait un énorme fibrome qui lui bouffait les 2/3 de l'utérus, et elle voulait tomber enceinte. Je lui dis, madame, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué, tu vois, parce que quand tu as un gros fibrome comme ça, et il faut le réduire. Tout d'un coup, elle avait une bouffée d'anima, tu vois, et elle voulait devenir mère. Et quand tu as réprimé pendant 30 ans ton côté féminin, c'est compliqué. Voilà. J'ai répondu à ta question, Ouais. plus ou moins. En fait, je connaissais bien l'archétype De sépia, oui. Visuellement, pour moi, c'était pro-féminin. Je sais pas pourquoi. C'était pro. Ouais, féministe avec un aspect très féminin. Oui, non, c'est une féministe en revendication de ses droits et de ses qualités. Hein. Donc c'est plutôt MLF, hein, Mouvement de libération de la femme. Et beaucoup de sépias sont homosexuels. Pardon ? Elles portent beaucoup du noir, elles se rendent Oui, alors elles portent du noir, c'est pour tonifier leur rang. Hein. Et puis tu as des sépias platines qui vont rajouter un élément de séduction, une broche, un peu de blanc au contraire. Voilà. Par exemple, une sépia platine typique, c'est Chanel, par exemple, Chanel. En quoi porter du noir, Ça tonifie le rein, parce que c'est la couleur du rein, le noir. c'est Caroline. Le vert, c'est la couleur du foie, etc. Tonifier le noir, c'est la couleur du rein. Le bleu, c'est quoi? Alors, bleu, ça peut être rein aussi. Bleu, ça peut être rein aussi. Gris, c'est poumon. Ah oui, c'est les couleurs. Voilà, jaune, c'est rate, et rouge, c'est cœur. D'ailleurs, Stanum, qui est un des grands remèdes de la rate, dans Stanum, ils te disent toutes les sécrétions de Stanum sont jaunes. C'est glaire. Bon, ben on a bien travaillé, hein. C'est intéressant parce que le rouge, c'est le cœur, mais en même temps, c'est le premier chakra. Ben oui. Ça fait vraiment l'axe. Ah oui, mais tout le monde dit la même chose, hein. Simplement, on utilise un vocabulaire différent, mais tout le monde a observé, parce que tout ça, ça part de la clinique, hein. Tout le monde a observé les mêmes choses. Ça fait plaisir quelque part, hein.
Donc il n'y a rien de faux. Des fois, il y a des points de vue un peu différents, mais on observe la clinique et on voit en effet que les couleurs ont un sens, les comportements ont un sens. Voilà. Eh bien, merci bien. À demain.